Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast quotidien ou pas de MLS is back sur Culture Soccer. Pourquoi pas? Parce que quand il n'y a pas de match, il n'y a pas de podcast, ce qui est normal. Par contre, aujourd'hui, on est de retour pour ce podcast-là. Donc, comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël. Je suis rejoint par un invité que vous avez sûrement déjà entendu ici sur ce podcast-là. C'est Tristan D'Amour. Salut Tristan, ça va bien? Oui, ça va, Adi. C'est le fun maintenant de prendre des petites journées tranquilles quand il n'y a pas de match. Ouais, ça fait vraiment du bien. Très sérieusement, là, ça fait du bien, surtout après les 2 premières semaines où c'était non-stop. Je pense que j'ai fait 15 ou 16 jours de suite où j'avais le podcast. Donc, c'était bien. Ça fait du bien de se reposer. Par contre, écoute, je m'ennuierai jamais d'un bon match de soccer. Donc, voilà, je me plains pas. Toi, t'as pu te reposer hier un peu? Avant-hier, pardon. Oui. C'est ça. Ça faisait drôle parce qu'on a eu tellement de... Pendant la pandémie, il y a tellement eu de journées où il n'y avait aucun sport, on parle de n'importe quel sport. Puis là, on regarde les matchs, puis il y a des journées où il y a rien, puis tu te demandes, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais regarder? Mais c'est ça, mais après, tu t'y habitues, puis tu commences à prendre d'autres habitudes, puis finalement, tu te retrouves à genre... Quand tout recommence, tu es là, ok, donc je suis obligé d'arrêter maintenant tout ce que je faisais avant. Donc Ouais, voilà. Mais bon, donc on est de retour, donc comme vous le voyez sur ce podcast-là, c'est sûr, c'était le début hier des quarts de finale du tournoi. On s'approche très très vite de la fin. C'est des matchs à élimination directe pour ceux qui sont pas au courant. Donc des matchs extrêmement importants qui se jouent. Oubliez pas que à la fin, il y a deux belles surprises pour le gagnant du tournoi. La première, c'est une qualification pour la prochaine Ligue des Champions CONCACAF, et la deuxième, c'est un petit pactole de ce que j'ai compris, 1,1 million. Par contre, Tristan, j'aimerais bien que tu m'éclaircisses là-dessus. C'est bien 1,1 million d'allocation générale, d'argent d'allocation générale, et non pas 1,1 million à se distribuer aux joueurs. C'est une très bonne question, ça. Okay. J'ai l'impression que c'est... Moi, j'étais sous l'impression que c'était un pool d'argent à distribuer aux joueurs. Okay. Moi, c'était mon impression. Mais j'ai l'impression que c'est ça, honnêtement. Ouais, en fait, tu as raison. Je viens juste de vérifier. Oui, c'est 1,1 million à se distribuer aux joueurs. C'est drôle parce que je voyais avec certains de nos followers européens qui disaient 1,1, c'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup pour les joueurs. Ouais, mais pour quelqu'un qui gagne 50 000 dans son année, c'est quand même pas mal, là. Exactement. Donc, c'est ça que j'essaie de dire, que je voulais dire. C'est que, en premier, c'est un bonus. Donc, c'est un bonus additionnel pour les joueurs. Donc, c'est toujours bienvenu d'avoir un peu plus d'argent. Et puis, deuxièmement, écoute, comme tu l'as dit, les salaires en MLS, c'est pas les salaires en Europe. Donc, t'as certains joueurs qui gagnent juste, 50 000, d'autres 100 000. Donc, c'est pas énorme. Donc, si tu fais 1,1 million, sur, disons, 22 joueurs. D'habitude, les groupes sont aux alentours de 22 joueurs. Donc, tu te retrouves avec un bon petit 50 000, ce qui est pas mal, ce qui est l'année pour certains, leur année à eux. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est un beau geste de la part de la MLS, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il fallait mettre une carotte au bout du bâton, là, quand même, pour convaincre tous les joueurs d'aller à Orlando comme ça dans des circonstances qui sont même, on a tendance à moins en parler maintenant, mais ça reste des circonstances inhabituelles, fait que moi j'ai cette impression que c'est probablement plus pour, ça, comme tu disais, les joueurs qui gagnent en dessous du 200 000 par année. Il y en a quand même pas mal, donc mais c'est ça. Ça va dépendre de l'équipe. Certaines équipes en ont plus que d'autres, mais oui, ça va être sûrement apprécié de ces joueurs-là qui ne sont pas joueurs désignés ou de joueurs TAM.
Exactement. Et comme on l'a dit, c'est un bonus. Même si jamais tu fais 300 000 l'année, 50 000 de plus, bah, ça change ton année un peu quand même. 50 000, c'est quand même un sixième de plus ou un cinquième de plus de ton salaire. Donc, ça fait du bien quand même de le recevoir comme ça en une shot au lieu que ce soit espacé. Donc, bref, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, les seuls qui sont pas vraiment impactés, c'est ceux qui font des 2 millions l'année. Eux, OK, 50 000, ça va pas faire grand-chose pour eux, mais ils sont très peu. Hein. C'est quoi, une vingtaine, une trentaine de joueurs. Donc, dans toute la MLS. Donc, bref, un bon petit pactole. Donc, commençons à parler de ce premier match, ce premier quart de finale qui se déroulait hier entre l'Union de Philadelphie et le Sporting Kansas City. Finalement, c'est une victoire de Philadelphie sur le score de 3-1. Avant le match, Tristan, est-ce que tu t'attendais? Nous, on avait donné, moi et Anthony, on avait donné nos prédictions dans le dernier podcast. Moi, j'avais dit que c'était Philadelphie. Lui, il avait dit qu'il avait envie de parier sur Sporting Kansas City. Est-ce que toi, tu t'attendais à quelque chose de spécifique dans ce match-là? Est-ce que tu t'attendais à un vainqueur, par exemple, à un style de jeu particulier? Et est-ce que tu avais une idée de à quoi t'attendre de ce match-là? Ben moi, je pensais que ça allait être un peu plus serré, honnêtement. Moi, j'aime bien Kansas City, mais pour être honnête avec toi, quand on s'était entendu sur ce match-là, moi, l'Union, c'est une des équipes que j'ai le moins vu dans la compétition. Fait que je savais pas exactement à quoi m'attendre. Mais quand j'ai vu, je pense que c'était l'information que Jonathan Tannenwald du Philadelphia Inquirer avait sorti la journée du match, donc hier. Qui allait avoir des dépisteurs, des recruteurs de plusieurs grosses équipes européennes, dont la Juventus, Celtic Glasgow, je pense à l'AC Milan, PSV, Fiorentina, Francfort, Feyenoord, Mönchengladbach, Anderlecht, Hoffenheim. Donc, beaucoup de scouts, de dépistage. Je me suis dit, bon, on va probablement avoir quelque chose. On va avoir des flamèches. On va avoir des flamèches ce soir parce que il y a beaucoup de paires de yeux qui sont importants, qui regardent. Donc, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus serré, mais finalement, ça s'est joué quand même assez de bonne heure. Ouais, c'est sûr, effectivement, et on va en parler un peu de ce match-là. Par contre, juste pour rappeler, les recruteurs étaient surtout là. C'est sûr qu'ils étaient là, ils étaient prêts à regarder beaucoup de joueurs, mais il paraît que l'intérêt le plus important était pour Gianluca Busio, le jeune milieu de terrain de Sporting Kansas City. Après, bon, c'est sûr qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient dans l'œil des recruteurs parce qu'il y a plein de jeunes joueurs sur ce terrain. On va en parler de ces joueurs-là, Tristan, quand on va faire le 11. On pourra parler un peu des joueurs qui pourraient être recrutés par ces clubs européens. Donc, je sais pas si on va commencer direct par le 11, puis on pourra parler comme ça directement, enchaîner sur les joueurs qui étaient surveillés selon plusieurs. Donc, commençons par l'Union de Philadelphie, le 11 de départ, Andre Blake, le Jamaïcain, dans les buts, Raymond Gades à droite, en défense centrale, Jack Elliott, Mark McKenzie, à gauche, toujours Kai Wagner. Au milieu de terrain, on se rappelle que Philadelphie joue toujours en 4-4-2 diamant, donc le milieu de terrain, donc en milieu défensif, on a José Martinez, les deux milieux relayeurs, c'est Jamiro Montero et Alejandro Bedoya. Le numéro 10, ou celui qui joue derrière les attaquants, c'est Brandon Aronson. Et les deux attaquants, c'est Sergio Santos et Pris Bilko. Du côté de Kansas City, Tim Melia dans les buts, Graham Souzy à droite. La défense centrale, toujours Graham Smith, Roberto Puncec. À gauche, Luis Martins. On joue dans un 4-1-4-1, donc Ili Sanchez devant la défense, avec les deux milieux au-dessus, c'est Busio Espinoza. En tant qu'ailier droit, c'était Johnny Russell, l'Écossais. À gauche, l'Américano-Hongrois Daniel Chaloui. Et en pointe, l'attaquant désigné, Alan Pulido. Tristan, tu peux nous parler un peu de ces petits jeunes qui étaient suivis par tous ces recruteurs? Parmi ces deux 11 de départ, il y en avait beaucoup. Oui, donc d'un côté, tu l'as nommé Gianluca Busio, et de l'autre, le jeune Brandon Aronson de l'Union de Philadelphie, qui, a donné une très bonne prestation en Brandon Aronson, et l'autre, Gianluca Busio, qui a un peu bousillé sa performance
quand on se dit que la Juve puis le Milan AC puis Fiorentina te regardent puis tu te fais sortir à la mi-temps, c'est un peu décevant. Moi, moi, j'ai pas beaucoup d'équipes que je supporte en Europe, mais une de ces équipes-là, c'est le Celtic Glasgow. Et je dois dire que je regardais Brandon Aronson, puis tout le match, je me l'imaginais avec un chandail de Celtic sur le dos. J'ai l'impression qu'il ferait des flamèches en Écosse, ça serait vraiment bien à voir. Mais oui, c'est ça. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces deux joueurs-là en particulier. Et ouais, comme je viens de dire, il y en a un qui a vraiment fait sa marque et l'autre a vraiment manqué sa chance. Mais bon, Bouzio est encore très, très jeune. Pour ce qui est des 11, parce que je sais que tu as tendance à me demander un peu mon avis sur les 11. Moi, personnellement, du côté Sporting Kansas City, j'ai toujours un peu de misère. Puis c'est pas je dis pas ça contre Daniel Sallói, mais j'ai l'impression que j'aurais fait commencer Gerso Fernandez. Moi, personnellement, je veux dire, quand on l'a vu arriver dans je pense que c'est la 70e minute, tout de suite, il y a eu un impact. Tout de suite, ça aurait pu être un but. Puis, bon, on va en parler plus tard, mais à 3-2 avec une dizaine de minutes qui restent, le match est définitivement plus prenable pour Kansas City. Mais c'est ça. Moi, pour l'expérience de l'avoir vu jouer contre l'Impact de Montréal, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours, il est toujours sur la feuille de pointage, que ce soit sur une passe décisive ou sur un but. J'aurais aimé le voir commencer le match, personnellement. Ouais, ben écoute, on l'a dit plusieurs fois du côté de Tim Vermes, les ailiers, c'est les ailiers et le milieu de terrain, c'est les joueurs qui changent beaucoup. On a remarqué que la défense change très rarement. En attaque, Alan Pulido, c'est le seul joueur qui est tout le temps là dans le 11 de départ, tout comme Espinoza et Lee Sanchez qui sont là. Mais le troisième milieu de terrain, il est interchangeable. Des fois, on a vu Kinda, des fois, on a vu Bouzio. On a vu plusieurs changements. Et sur les côtés, je pense à chaque match, on avait deux ailiers complètement différents. Des fois, on avait Gerso, des fois, on avait Sallói, des fois, on avait Russell. Il y a Kinda qui a joué ici aussi. Et il y a même eu le jeune Felipe Hernandez qui, pour moi, je pense, m'a beaucoup impressionné durant ce tournoi. Je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Donc moi, Gerso, malheureusement, j'aime bien son jeu, mais je le préfère en tant que substitut parce que quand il rentre, il amène cette flamèche, tandis que quand il est titulaire, c'est rare qu'il soit très, très bon. En tout cas, il a eu un bon match durant ce tournoi. Puis il y a une fois où il a été titulaire, où il a été vraiment nullissime. Je pense que j'étais dans un podcast avec Anthony de Varenne, puis lui avait dit que c'était son pire joueur du match. Donc comme quoi, c'est pas toujours très très bon quand Gerso est titulaire. La grosse surprise, c'est encore une fois, je comprends pas pourquoi Peter Vermes se passe des services de Matt Besler qui est encore sur le banc, le vétéran de 33 ans qui est là depuis longtemps et qui a toujours donné de fiers services à cette défense centrale. Je pense que surtout sur ce match, et on va en parler un peu plus tard, je pense que l'expérience de Matt Besler aurait été très très bienvenue. Et du côté de Philadelphie, écoute, si tu regardes, écoute, il n'y a pas de surprise, hein. C'est le 11 titulaire, c'est le 11 qu'on voit chaque semaine, enfin chaque match. C'est le meilleur 11 de Jim Curtin, n'est-ce pas Tristan? Oui, moi j'ai toujours un petit faible pour le diamant dans le milieu de terrain en plus. Ouais. Ils ont, tu vois qu'ils gardent la combinaison gagnante pourquoi changer une combinaison qui gagne? Ils passent sur la droite avec Alejandro Bedoya qui est leur joueur désigné, en fait, je sais pas si c'est un joueur désigné. Je pense pas qu'il est joueur désigné, mais c'est le capitaine. Leur joueur étoile. C'est le capitaine, c'est le joueur qui a vraiment comme tourné la franchise du bon côté, du côté de l'Union. Honnêtement, c'est ça. Puis jusqu'à tout récemment, ils avaient l'étiquette de personne nous aime. Si personne pense qu'on va gagner, puis on va continuer à se battre, même si personne veut nous donner notre chance. Puis dans ce tournoi-là, on a un peu l'impression que
finalement, ils deviennent un peu l'équipe chouchou malgré eux. Donc, c'est beau à voir de voir que l'Union peuvent tourner leur chance. Puis, honnêtement, ils ont vraiment une solide équipe qui n'a peut-être pas autant de joueurs étoiles qu'un LAFC ou un Galaxy de quand ils étaient bons. Mais cette équipe-là marche. Cette équipe-là marche et on va les voir, si je ne me trompe pas, ça va être contre... ça sera pas du même côté que le LAFC ou Orlando, mais ils ont quand même une solide chance de progresser assez loin dans le tournoi. Ben c'est ça, ils joueront contre le vainqueur du match entre New York City FC et les Timbers de Portland. Ouais, on en parlera un peu plus tard de ce match-up potentiel. Mais oui, c'est sûr que ceux qui jouent de ce côté-là, que ce soit Kansas City, Philadelphie, New York City FC et Portland, les 4 équipes avant ce match-là, ils avaient toute une chance de finir en finale. C'était assez ouvert de ce côté-là du bracket, de ce côté-là du tournoi. Donc voilà, on verra, mais Philadelphie a tous les arguments. Et j'aimerais parler à tous ceux qui pensent, et j'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs de l'Impact de Montréal qui écoutent, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Dans cette équipe de l'Union de Philadelphie, tout le monde tire ensemble. Il n'y a pas de gros stars du tout. Puis c'est un système de jeu qui est tellement bien fait que tout le monde trouve ce compte et tout le monde brille. Il n'y a pas... et juste, je suis parti vérifier pendant qu'on discutait, Tristan, pour les joueurs désignés. Bedoya n'est plus un joueur désigné. Il était l'année passée, mais il n'est plus en date de cette année. Le seul joueur désigné, ils en ont juste un seul, Philadelphie, c'est Jamiro Monteiro. Et d'après les rumeurs, Jamiro Monteiro ferait proche de 700 000 $ seulement. Donc, on s'entend que c'est un joueur désigné très, 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 très cheap. Donc, c'est quand même beau. C'est quand même beau de voir une équipe qui fonctionne autant, sans cette grosse star, sans tout le bling-bling autour. C'est possible. Quand tu as de bons joueurs, quand tu as un bon système de jeu, tout est possible. Tu n'as pas besoin d'avoir les Carlos Vela et ainsi de suite. Après, bon, on va me dire, Philadelphie n'a jamais remporté de trophée dans l'histoire de la franchise. C'est vrai. Mais sauf que ce modèle-là n'existe que depuis 2 ans. 2 ou 3 ans maintenant. Jim Curtin l'a commencé en 2014, mais ça fait 3 ans depuis la venue du directeur sportif qui est venu, Ernest Tanner, qui est venu de Salzbourg. Tout a changé et on voit que ça commence à porter ses fruits grâce à Jim Curtin et Ernest Tanner, les deux ensemble qui travaillent main dans la main. Donc voilà, donc c'était magnifique. Par rapport aux recruteurs qui étaient là dans ce match-là, j'aimerais juste dire un truc. Ce que moi j'avais lu, c'est que tous ces recruteurs-là étaient venus pour voir Gianluca Busio. Ils s'étaient dit, en même temps, on va regarder les autres. Mais de ce que j'ai compris, la sensation pour eux, c'était Busio. Je peux te dire que après ce match-là, ceux qui n'étaient pas au courant de la qualité de Brenden Aaronson, ils ont dû ouvrir des yeux bien grands, n'est-ce pas, Tristan? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là pour voir Brenden Aaronson aussi. Par contre, mais probablement pas. Là, on parle pas des recruteurs de Serie A. Moi, c'est pour ça que j'avais cette impression-là que je te disais un petit peu plus tôt, où je regardais le match en m'imaginant Brenden Aaronson avec un chandail de Celtic Glasgow, parce que c'est ce genre de transfert-là qui serait bien, pour Brenden Aaronson, c'est un jeune joueur qui a quand même plein de promesses, plein de talent, on l'a vu. Sur le deuxième but, sur le but de Sergio Santos, c'est toute une présence d'esprit, et une passe magnifique pour le but. Mais juste pour revenir un petit peu sur ton point que tu disais un peu plus tôt par rapport à l'Union de Philadelphie, j'ai vraiment l'impression que ces tournois-là ces tournois pré- ou post-pandémie ou peu importe, là, ces tournois pandémie-là, parce que pour ceux qui ont regardé le tournoi de la NWSL, la Challenge Cup, l'équipe qui a gagné, c'est le Dash de Houston, qui avait aucune joueuse de l'équipe nationale américaine, aucune joueuse étoile de l'équipe américaine. Ils avaient quelques joueuses canadiennes, ils avaient une joueuse anglaise. Ils n'avaient jamais fait les séries avant et ils ont gagné le tournoi au complet.
Donc, où elles ont gagné le tournoi au complet. Donc moi, je regarde l'Union, puis ça me fait beaucoup penser au Dash, dans le sens que, oui, en fait, écoute, là, je sais pas exactement. Je pense qu'ils ont fait les séries au moins une fois dans leur existence, mais ils ont jamais eu de grand succès. À l'instar de l'Impact, qui se sont rendus en finale de l'Est, ils n'ont jamais eu ces grands moments-là. Et à regarder, je veux dire, leur plus grande étoile, c'est Alejandro Bedoya. C'est un gars de Jersey qui a été joué en France pendant quelques années, qui est revenu. Puis après ça, il y a des jeunes qui poussent par-ci, par-là. Donc, donc c'est ça, pour finir mon point. Mais pour en revenir à Aronson, oui, j'ai l'impression qu'avec beaucoup de dépisteurs qui ont regardé le match, qui, si je ne me trompe pas, étaient même là, j'ai l'impression qu'il a fait son cas, parce que c'est pas un joueur, Brandon Aronson, qui va coûter une somme faramineuse, là. C'est pas, ils achètent pas de Belgique, ou ils achètent pas d'autres pays en Europe où les frais de transfert. C'est parce qu'on parle d'un Jonathan David qui pourrait aller à Lille pour 30 millions d'euros. Brandon Aronson, ça coûtera même pas même pas 10 millions. Ça, même pas 10 millions. Je pense qu'un truc comme 5 à 8 millions, avec peut-être un pourcentage sur la revente, puis tu devrais être correct avec ça, là. Exactement. Donc, ça serait quand même une solide achat d'un de ces clubs qui était là, honnêtement. Effectivement, ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire. Juste pour revenir, tu as parlé de Houston Dash qui a gagné le championnat, et juste pour préciser, pour la NWSL, qui est la ligue féminine nord-américaine. La plupart qui nous lisent sur Culture Soccer savent qu'on la couvre. Il y a même un très bel article là-dessus fait par Élie Touget dans les dernières semaines que je vous conseille à tous. Par contre, si jamais vous voyez, c'est vrai, il n'y a pas de grande star, à part qu'il y a 3 quand même titulaires assez souvent de l'équipe canadienne, l'équipe nationale canadienne, avec Alicia Chapman, Nichelle Prince et Sophie Schmidt. Donc, il y a quand même de la qualité dedans. Mais oui, il n'y a pas ces superstars et aucune joueuse de l'équipe nationale américaine. Tu as complètement raison de ce point de vue-là. Mais pour revenir à ça, juste pour répondre aux certaines interrogations que tu avais, l'Union de Philadelphie s'est effectivement qualifiée 4 fois pour les séries. Et c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que je dis ça fait 2-3 ans que ça fonctionne. Si tu regardes un peu la progression, et j'en avais parlé dans un autre des podcasts quotidiens, Philadelphie, 2018, ils se qualifient pour les playoffs, ils sortent dès le premier tour. 2019, ils se qualifient pour les playoffs en tant que 3e de leur conférence. Ils arrivent en demi-finale de conférence. Puis cette année, on voit que cette équipe-là a encore pris de la maturité et encore meilleure que l'année passée. Donc, très intéressant de ce point de vue-là. Mais revenons au match. On oublie, il y avait un match hier, une victoire, comme on l'a dit, de l'Union de Philadelphie sur le score de 3-1. Début, vraiment, pour ceux qui veulent voir c'est quoi un jeu collectif, je vous conseille d'aller voir ces buts-là. Surtout le premier, où on voit Bedoya qui commence l'attaque, qui transmet à... je me rappelle plus c'était à qui il transmet, mais bon, finalement, Bedoya se retrouve presque dans la surface, et il a juste à glisser le ballon à Jamiro Monteiro qui était monté et qui marque le premier but. Vraiment un super beau mouvement collectif avec quelques petites passes courtes, vraiment très précises. Et si jamais tu regardes un peu ce but-là, il y a 2 choses qui m'ont vraiment interpellé, et pour moi c'est ça qui qualifie et qui nous montre la qualité de cette équipe de l'Union de Philadelphie. C'est que sur ce match-là, si tu regardes le gros plan, t'as 6 joueurs de l'Union de Philadelphie. On s'entend, 6 joueurs de l'Union de Philadelphie, donc les 4 milieux de terrain et les 2 attaquants qui sont soit dans la surface, soit autour de la surface. C'est ça qui fait en sorte que t'as une bonne équipe qui a du succès. Parce que tu es capable d'avoir des options de passe à l'intérieur de la surface, et c'est ça qui donne le succès de l'Union de Philadelphie. Et d'un autre côté, Sergio Santos, sur ce but-là, il est impliqué, c'est lui qui donne l'avant-dernière passe. Bedoya est impliqué, Monteiro est à la fin, Aronson est impliqué aussi. Donc, beaucoup de joueurs qui touchent le ballon, et c'est ça qui prouve un beau collectif, n'est-ce pas, Tristan? Mais c'est ça, tu veux savoir c'était qui le petit ballon piqué dans la surface pour Bedoya?
C'était Aronson. Ben voilà, exact. Non, exact. c'est ça, sur ça, sur le sujet d'Aronson, il nous prouve encore qu'il est un qu'il était là pour faire pour émerveiller les scouts. Mais oui, exactement. Le jeu collectif, c'était vraiment une belle leçon de comment gagner en équipe. Surtout dans les premières minutes de jeu, dans les premières, je te dirais, dans la première demi-heure de jeu, où vraiment on a vu cette équipe-là de l'Union de Philadelphie travailler ensemble pour aller chercher des buts. Et oui, c'est vraiment un exemple parfait, ce premier but-là. Exact, et en plus on le voit, hein, Bedoya qui commence complètement, on est au centre du terrain, qui donne à son ailier, le joueur qui est sur l'aile, c'est Raymond Gaddis, qui lui donne ça en profondeur. Gaddis contrôle, donne le ballon à Sergio Santos qui donne la balle dans la surface à Bedoya, et c'est Jamiro Monteiro qui finit tout un jeu. Donc c'est ça qui symbolise l'Union de Philadelphie, qui a été très supérieur. On a remarqué que les 20 premières minutes, on sentait que c'était un round d'observation où les deux équipes s'observaient un peu. Puis à partir de la 20e, c'est là qu'on voit Philadelphie prendre le dessus. Premier but, Jamiro Monteiro, comme on l'a dit, pour ceux qui ne savent pas en MLS, quand il y a un jeu comme ça, la MLS octroie 2 passes décisives, ce qui pour moi, je trouve extraordinaire, et ça devrait être fait même en Europe, parce que souvent l'avant-dernière passe est encore meilleure que la dernière. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment le cas, mais dans plusieurs cas, ça peut arriver. Donc, tu vois, il y a deux joueurs qui donnent leur passe décisive, c'est Bedoya et Sergio Santos. Le deuxième but, finalement, et là, c'est pas la beauté de Philadelphie dont on va parler, mais c'est plutôt la faiblesse de Kansas City dans cette première mi-temps-là. Ils sont passés complètement à côté de leur première mi-temps. Un but qui est survenu à cause, on s'entend, on remet un peu dans la perspective. Kansas City a un coup franc à peu près au milieu du terrain, complètement au milieu du terrain, puis il décide de faire la longue passe, donc un centre long dans la boîte. Et puis c'est là qu'à ce moment-là, ils ont mis trop de joueurs dans la phase offensive. Puis Philadelphie, directement, une belle incursion de la part de Sergio Santos qui reçoit le ballon. Il a juste à aller, et là il fait du milieu de terrain, et même il est dans sa zone, il va de sa zone jusqu'à le but adverse, puis il pique le ballon au-dessus de Tim Melia, puis ça fait 2-0. Comment tu peux expliquer ce gros échec de la part de Sporting Kansas City, premièrement en n'exploitant pas ce coup franc, et deuxièmement en ratant complètement leur couverture défensive? Je pense que Taylor Twellman dans le broadcast d'ESPN le mieux expliqué. Ils ont pris un pari, Kansas City. Ils ont voulu, pas nécessairement tricher, mais ils ont voulu mettre toute leur force à l'avant. Et un peu comme un corner un peu mal défendu, ils se sont fait prendre. Et honnêtement, le crédit va à Sergio Santos qui fait une course quasiment il est à peut-être 1 ou 2 mètres de la surface de réparation et il sprint vraiment jusqu'à l'autre boîte. Là. C'est vraiment une solide course. Je ne sais pas exactement qui met le ballon dans la course de Santos. Je ne sais pas si c'est Aronson. Luis Martins. Non, c'est le défenseur de Kansas City, Luis Martins, en voulant empêcher Aronson... je pensais à Aronson, en voulant empêcher Aronson de prendre le ballon, et il y avait Aronson et Monteiro autour du ballon. Il essaie de remettre en arrière en pensant qu'il y avait un défenseur qui allait reprendre ça. Puis finalement, il remarque qu'il y a personne. Il y a juste personne. Et Sergio Santos arrive, comme tu l'as dit, une course de à peu près... Il a fait le 3/4 du terrain. Une course, on dirait vraiment que... pour ceux qui... Usain Bolt. Ça a été Usain Bolt tellement rapide. Ridicule. Honnêtement, c'était n'importe qui d'autre.
les joueurs il y aurait besoin d'oxygène, il y aurait besoin de prendre. Il n'aurait pas fait cette course, c'est impossible. C'est le gars déjà, et en plus avoir la lucidité de piquer le ballon à la fin après un effort physique comme ça, il faut le faire. Il faut vraiment le faire, c'est magnifique. Sergio Santos, pour ceux qui ne le connaissent pas, 25 ans, brésilien, il est là depuis l'année passée, depuis début 2019 avec Philadelphie. L'année passée, c'était assez faible, Sergio Santos. Il avait joué 17 matchs, 4 buts. Dans ce tournoi de MLS is Back, il vient de prouver qu'il n'est pas si faible que ça, hein, le Brésilien. Donc, excellent but, mais aussi gros échec de la part de l'Union du Sporting Kansas City sur la couverture. Et puis, on s'entend qu'il y a 3 minutes de différence entre les deux buts, ou 2 minutes, à peu près 2 minutes et demie, 3 minutes de différence entre le but de Jamiro Monteiro et celui de Sergio Santos. Comme quoi, c'est toujours important avant et après les buts de faire attention, que ce soit pour l'équipe offensive ou pour l'équipe défensive. L'histoire s'est répétée des millions de fois en soccer. Juste après un but, il y a un moment un peu de perdition de la part d'une des deux équipes, et c'est là qu'il pourrait avoir des buts, n'est-ce pas, Tristan? Oui, les fans de l'Impact de Montréal vont se rappeler du match contre Toronto. Mais oui, exactement. Puis ça m'a un peu, pas nécessairement que ça m'a surpris, mais en fait, moi qui s'attendais à un match serré, ça m'a un peu surpris de voir que Philadelphie prenait une avance de 2-0 aussi rapidement, parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Adi, mais Kansas City avait pas mal fait dans ces premières minutes de jeu-là. Ils avaient quand même, pas nécessairement qu'ils contrôlaient la possession, mais ils avaient des tirs, ils avaient des chances. Ouais. Ça avait pas fini en but, mais c'était pas affreux, là. C'était vraiment à partir du deuxième but, tu as vu, ça s'est amélioré en deuxième mi-temps, ou même vers la fin de la mi-temps, quand ils ont mis 3-1, puis on va en parler probablement plus tard. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est pas fini. C'est pas fini. Peter Vermes de l'autre côté, ils ont encore des éléments sur le banc. On va probablement avoir une deuxième mi-temps qui va avoir de l'allure. Finalement, le même score reste après 90 minutes. Mais ils n'avaient pas une si mauvaise, je veux dire, un si mauvais première 20-25 minutes, là. C'était pas affreux. Non, c'était pas affreux. En fait, ce qui s'est passé dans ce match-là, et je vais revenir là-dessus, cette première mi-temps, en fait, ce qui s'est passé, il y avait 2 gros problèmes pour Sporting Kansas City. En premier, la défense avec ses erreurs. Donc, on a vu l'erreur, on en a parlé longuement sur le deuxième but. Il y a une grosse, mais alors énorme erreur sur le troisième but aussi, et on va en parler maintenant de la part de la défense. Et le milieu qui était complètement inexistant. Bouzio, comme tu l'as dit, il est sorti à la mi-temps. On a vu un milieu de terrain qui était complètement submergé par ce diamant-là. Le diamant Aronson, Montero, Bedoya et José Martinez. Par contre, offensivement, ça créait des chances. On a vu un Johnny Russell qui a fait un très bon match, je trouve, l'Écossais. Alan Pulido a fait son Alan Pulido. Il est toujours excellent. C'est rare qu'il passe vraiment complètement à travers de son match. Il a été très bon. On va revenir là-dessus. Il y a quand même eu après Chaloui, c'est plus l'ombre de lui-même. En 2018, il avait une saison extraordinaire. L'année passée, c'était proche du néant, et cette année, ça a l'air qu'il est encore plus aussi performant. Donc oui, ils n'étaient pas mauvais. Par contre, là où Philadelphie fait mal, et ça de match en match, on le remarque, c'est au milieu de terrain. Tu perds ta bataille de milieu de terrain contre Philadelphie, tu vas manger. Tu vas avoir mal. Tu vas avoir très, très mal. Et c'est pour ça que quand on a vu le match entre Philadelphie et Orlando lors de la phase de groupe, on a réussi à avoir un match serré avec un score final de 1-1. Pourquoi? Parce que Orlando aussi, leur gros avantage, c'est ce milieu de terrain-là. On en avait parlé avec les deux, dans leur 4-2-3-1, avec les 2 milieux défensifs qui sont là pour un peu s'assurer qu'il n'y ait pas colmater les brèches, comme on dit, boucher les trous. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont pu complètement éteindre le milieu de terrain de Philadelphie. Dans ce cas-là, Peter Vermes, je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire, mais je trouve que son milieu n'était pas assez
assez fort défensivement pour contrer la force de Philadelphie. Donc ça s'est joué là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Tristan. Ouais, c'est probablement pour ça qu'on a vu Bozio sortir à la mi-temps. Mais t'avais complètement raison quand t'as mentionné Johnny Russell. Johnny Russell, qui est probablement dans mon top 2 des joueurs que j'aimerais avoir à l'Impact de Montréal si tu me donnais vraiment le choix. Deuxième, seulement derrière Albert Ellis, à mon avis. Mais oui, exactement. J'ai l'impression que ça s'est joué là. C'était difficile. C'était difficile. Je ne veux pas vendre la mèche de ma déception du match. Pire joueur. Tu peux dire pire joueur. Pire joueur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, chaque fois que j'ai un invité, tout le monde a peur de dire pire joueur ou bien ne veut pas vraiment vexer comme si les joueurs nous écoutaient. C'est cool si jamais ils nous écoutent. La dernière fois que tu m'avais invité, j'avais été quand même un petit peu dur. Je me souviens plus c'était envers qui, mais bon. Envers l'Impact. Oui, c'était sûrement envers l'Impact. C'est normal. Il y a de quoi être dur envers l'Impact. Mais revenons à ce match-là. J'aimerais parler de ce troisième but-là. Très sérieusement, oui. Vous voulez voir une passe parfaite? Regardez le troisième but de l'Union de Philadelphie. Il n'y a pas plus parfait que la passe de Brandon Aronson à Sergio Santos. Encore lui qui se retrouve à la fin de cette action-là. Quelle pièce de but! Par contre, j'aimerais parler aussi... On va sûrement en parler en long et en large de Brandon Aronson. Comment ça se fait que Sergio Santos est au deuxième poteau et qu'il n'a personne sur lui? Comment ça se fait que Graham Soucy n'ait pas remarqué qu'il y avait quelqu'un complètement à l'autre côté du poteau, dans la surface de réparation en plus, et qu'il n'a pas couvert ça, ou bien qu'il n'a pas demandé à son ailier de venir couvrir. Donc pour moi, ça c'est une énorme erreur défensive. Après, c'est une superbe pièce de jeu de la part de Brandon Aronson. On voit encore une passe de Bedoya qui est encore impliquée sur ce but-là. Regardez le contrôle de Brandon Aronson. Sa première touche est magnifique en plus de la passe. La première touche, il contrôle le ballon, un contrôle orienté. Il met dans le vent 2 joueurs de Kansas City. Juste avec un contrôle et une première touche. 2 joueurs de Kansas City, complètement dans le vent, complètement derrière lui. Puis là, il a une vision de jeu extraordinaire entre les 2 défenseurs. Il glisse une balle en profondeur qui arrive directement dans les pieds, en plein timing dans la course de Sergio Santos, qui a juste à regarder Tim Melia et fixer et mettre au fond du filet. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette magnifique pièce de jeu du côté de Brandon Aronson et cette magnifique erreur du côté de Kansas City. Je veux juste dire, Brandon Aronson, 19 ans, de South Jersey, il restera pas dans la ligue longtemps. Il restera à 19 ans, être capable d'avoir il n'y a pas froid aux yeux. Ce composure là, moi ça m'impressionne, surtout de ce qu'on peut voir en MLS. Puis je veux pas faire de jab à la MLS non plus là, mais ce genre d'action là, ça mérite un transfert, ça mérite un. Puis je veux pas qu'il s'en aille là, mais je veux dire, il est né en 2000. Il est né en 2000 puis il fait des passes comme ça. Je veux dire, félicitations. Pour vrai, c'est allez voir le but si vous l'avez pas vu. Là, c'est vraiment magnifique. Un bijou. C'est ça prouve encore que la pépinière de Jersey, qui, si vous n'êtes pas familier avec les États-Unis, qui est un des endroits aux États-Unis qui produit certains des meilleurs joueurs. Brandon Aronson, c'est le prochain grand, le prochain à faire sa marque sur le soccer américain. Exact. Et personne s'y attendait du jeune Brandon Aronson, parce que si jamais tu regardes, il n'a pas fait, c'était pas non plus une star des équipes de jeunes de l'équipe nationale. On s'y attendait pas non plus à ce qu'il soit aussi bon que ça.
Puis écoute, ben voilà, il est aussi bon que ça. Il est capable de porter cette équipe-là. Il a joué un peu avec les U23, mais si tu regardes plus loin, à peine s'il a fait une marque avec les U19, à peine s'il a joué avec les U15 ou les U17. C'était un joueur qui était observé, ça c'est sûr, mais sauf que c'était pas non plus la star, quelqu'un qu'on voyait comme la prochaine star de l'équipe nationale américaine. Non, loin de là. Et puis là, on voit quand il est bien formé, quand sa post-formation se passe bien aussi, bah voilà, ça donne un joueur aussi bon que ça, un jeune joueur. Il faut dire aussi qu'il est très bien aidé par le système de Jim Curtin. Je sais pas combien il irait fort dans un 4-2-3-1 par exemple, où tu as besoin d'un peu plus de repli, mais dans un 4-4-2 diamant où il faut dire qu'il fait beaucoup de replis défensifs, mais sauf que il n'a pas vraiment besoin d'en faire tellement il est bien protégé par ces trois milieux-là. Mais c'est tout un joueur, vraiment tout un joueur, Brandon Aronson. On va revenir, c'est sûr, là-dessus un peu plus tard. Et puis bon, il faut jamais compter Kansas City en dehors d'un match. Et tu en as parlé un peu plus tôt, mon ami Tristan. Le but de Alan Pulido, juste avant la mi-temps, alors que tout semblait perdu, alors que tout le monde pensait qu'il fallait jeter l'éponge, qui d'autre que le joueur désigné, le plus cher joueur désigné de l'histoire de Sporting Kansas City, Alan Pulido, qui trouve le fond des filets sur une passe, un centre magnifique de Johnny Russell. Alan Pulido a la tranquillité et a le sang-froid pour faire une tête complètement dans le petit filet adverse. Très très beau but. On dirait que Kansas City menait au score tellement ce but avait du sang-froid. On sentait que il y avait pas de pression sur Alan Pulido, qui sentait que c'était aussi simple que ça. Belle pièce de jeu juste avant la mi-temps. Ça a dû être premièrement très très bon pour Peter Vermes et son équipe, qui a senti que ils avaient une chance de retourner dans ce match-là. Et d'un autre côté, ça aurait pu être très dommageable pour Jim Curtin et l'Union de Philadelphie, n'est-ce pas? C'est mon moment préféré pour marquer un but. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, c'est là où il faut vraiment pas lâcher. C'est là où il faut vraiment pas prendre le temps additionnel pour acquis. Puis c'est vraiment là que tu peux mettre la table pour la deuxième mi-temps. Parce que à mon avis, si ça reste 3-0 à la mi-temps, c'est plus difficile pour Kansas City de revenir dans le match. Et oui, c'est ça. Alan Pulido, qui, on sait, est capable de marquer des buts. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps, là, de le voir à Kansas City marquer des buts. C'était un peu le truc le plus qui était le plus triste de cette grande pause de la COVID, de ne pas voir Alan Pulido mettre sa marque sur la MLS. Puis on l'a vu, ça a complètement changé. Ben, pas complètement, mais ça a changé la donne du match. Moi, j'étais prêt à aller me coucher quasiment. Je me suis dit, ok, Philadelphie, ça va être correct. Au pire, ils se font marquer un but en fin de match, puis ça finit 3-1. Puis ça finit 3-1, mais quand même, avec un but à la mi-temps, je me suis dit, à deux buts, ils sont capables. Kansas City, ils sont capables. C'est un peu comme... ils me font un peu penser à Seattle, dans le sens que je vais jamais parier contre eux. Je vais jamais me dire, non, Kansas City, ils sont pas capables de revenir. Ils ont les éléments. Ils ont essayé. Je veux dire, ils ont vraiment essayé, peut-être pas au goût de Peter Vermes, qui était tout un numéro en mi-temps, en deuxième mi-temps, de le voir... j'étais sûr qu'elle allait exploser, moi. Pour vrai, je me suis dit, d'après moi, le masque allait sortir, puis... il l'a enlevé, il le remettait, il gueulait, il criait. Ah non, c'était... Mais ça, c'est la joie du tournoi MLS is back, là, qu'on peut vraiment les entendre. On peut vraiment entendre les entraîneurs, les joueurs parler, là, voir Peter Vermes vraiment là, solidement la perdre, de perdre son sang-froid. Mais oui, c'est ça. Donc, le but, mais c'est ça. Tu sais, quand on a un joueur de la trempe d'Alan Pulido, on essaye de lui donner le ballon, surtout dans ses dernières minutes de jeu en première mi-temps. Et c'est exactement ce que Kansas City fait. Et bon, ils n'ont pas gagné le match, mais ils se sont donné l'option d'aller chercher un 3-3 ou
d'aller chercher l'option de peut-être aller faire un hold-up puis d'aller chercher un tirage au but ou une séance de pénalité en fin de match. Parce qu'à 2 buts, on le sait, 2 buts, tu peux pas trop t'asseoir sur tes lauriers quand tu mènes par 2 buts. Ouais, non, effectivement, tu as complètement raison. Et puis, si tu vois, tu l'as dit, que ça sonnait un peu la révolte du côté de Kansas City. Puis cette révolte-là aurait pu être complète parce que dès le début de la deuxième mi-temps, on voit un coup franc quand même assez loin de la surface, tiré par qui d'autre que Alan Pulido, qui arrive directement, je veux pas dire sur le poteau parce que c'est vraiment sur le coin du but. Donc vraiment malchanceux Alan Pulido. Andre Blake a sauté puis il pouvait rien faire. Si jamais c'était un tout petit peu plus à droite, ça aurait été un but magnifique sur coup franc de la part de Alan Pulido. Donc on voyait les intentions de Kansas City dès le début de cette deuxième mi-temps-là. Et c'est là qu'à ce moment-là, je pense que ce poteau-là, cette transversale / poteau fait en sorte que Philadelphie se resserre défensivement. On les a vus beaucoup moins dangereux offensivement et on voyait là les vagues arriver de la part de Kansas City. Par contre, Philadelphie a été tellement bien en place, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit défensivement, ils étaient tellement bien en place que ça a été très difficile de battre cette équipe et ce bloc très compact. Il a fallu, bien évidemment, pour battre ce bloc-là, il a fallu un excellent Johnny Russell qui, encore une fois, se déjoue de quelques joueurs aux alentours de la 70e minute, se joue de quelques joueurs sur le côté droit de la surface. Il centre à ras de terre, c'est repris par Pulido, et là, on a besoin d'un grand Andre Blake qui arrête un arrêt réflexe. Bon, Russell revient et remet le ballon au fond, mais il était hors jeu, donc but refusé. Mais l'arrêt de Blake est déterminant. Ce joueur-là, encore une fois, prouve qu'il est, selon moi, et je pense selon plusieurs, le meilleur gardien de ce tournoi jusqu'à maintenant. Ok, je peux te dire de la MLS. Non, de ce tournoi-là, oui. J'ai pas, comme je vais pas cacher le fait que c'est une des équipes que j'ai le moins regardé, Philadelphie, mais oui, en fait, juste pour ce match-là, il a fait des très grands arrêts. C'est quelqu'un qui a prouvé qu'il faisait des grands arrêts. C'est un gardien, un des bons gardiens de ce côté-ci de la planète, du côté CONCACAF. De la planète, j'ai vraiment rien à redire sur un Andre Blake qui mérite les louanges. Ouais, effectivement. Écoute, vraiment un excellent gardien, le gardien international jamaïcain, le numéro 1 en Jamaïque, puis très très bon. Après, bon, il a encore quelques améliorations à faire, surtout dans sa sortie, contrôler sa surface, sur les longs centres, savoir quand boxer, quand attraper le ballon, comment sortir, comment ne pas avoir peur de genre bousculer quelqu'un pour se faire un espace, parce que les gardiens, ils ont besoin de savoir prendre l'ascendant dans leur propre surface et de prendre contrôle de leur surface. Mais il a encore des petites améliorations à faire là. Après, bon, il a 29 ans. On sait qu'un gardien, d'habitude, les meilleures années d'un gardien se déroulent entre ses 30 et ses 35 ans. Donc, il n'est pas encore à son pic, mais il est très proche. Donc, il peut encore peut-être apprendre ce petit et s'améliorer là-dessus. Après, il sera jamais le gardien qui va vraiment contrôler complètement sa surface parce qu'il aurait dû apprendre ça plus tôt. Mais n'empêche, par rapport à faire des arrêts sur sa ligne, il est vraiment extraordinaire, vraiment très, très bon gardien de but. Sinon, qu'est-ce qui a manqué, selon toi, à Kansas City pour revenir à la marque, à part la chance sur le coup franc qui aurait pu arriver au but? Est-ce que tu penses que déjà, ça allait beaucoup mieux à cause des changements de Peter Vermes, on n'en a pas parlé, mais les changements à la mi-temps, on a vu Luis Martins, celui qui a fait l'erreur sur le premier but, sur le deuxième but, en donnant la passe à Sergio Santos, a été sorti pour Amadou Dia, et puis Gadi Kinda qui est rentré pour Gianluca Busio. Et on a senti que Kansas City a repris le dessus. Qu'est-ce qui a manqué à Kansas City pour revenir au score, d'après toi, Tristan? Je veux pas être cliché, puis je vais même ajouter le changement de Gerso Fernandez qui a vraiment aidé, qui a vraiment amené du pep offensivement.
Mais je veux pas être cliché, mais un peu de chance. Parce qu'Alan Pulido frappe le poteau sur son coup franc. Gerso Fernandez qui fait 2 très belles chances côté gauche, dont la première chance qu'il fait, il tire, c'est un bel arrêt d'Andre Blake parce que j'ai l'impression qu'il ne s'attendait pas à avoir un tir, il s'attendait plus à un centre. Et la deuxième chance de Gerso Fernandez qui fait un très beau centre en repli vers le point de pénalty. Et il n'y a juste personne sur le tir qui, à mon avis, il avait surpris tout le monde. Donc, peut-être un peu de chance si je veux continuer sur mon cliché, mais il manquait peut-être un tantinet d'exécution sur les chances qu'ils avaient. Parce que, oui, ils étaient un peu en retard, puis Peter Vermes était dans ses droits d'être de pas être très content de son équipe. Mais Casey était pas si loin derrière. Ils n'étaient pas si loin derrière. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, je pense que par rapport à ce match-là, je pense qu'on a tout dit. J'aimerais que tu nommes ton meilleur joueur et ton pire joueur du match, à part si tu as quelque chose d'autre à ajouter sur ce match-là. Non, on pourrait aller. En fait, bon, il y a un choix évident, il y a un choix un peu moins évident. Je vais y aller avec le. Tu peux donner des mentions spéciales. Donne ton meilleur joueur, puis donne des mentions spéciales si tu veux en donner. Il a pas joué tout le match, mais Sergio Santos se doit à mon avis d'avoir le joueur du match. Et je vais donner la mention, si même pas un co-joueur du match, à Brandon Aronson, parce que sincèrement, je trouve qu'il a très très bien fait. Vers la fin, il soufflait un peu, il avait l'air à être fatigué un peu, mais il a joué un excellent match du début presque jusqu'à la fin. Est-ce que tu veux que je te donne la déception du match? Oui, vas-y, tu peux dire le pire joueur du match aussi. Tu peux donner des mentions aussi. Je vais être dur parce qu'il est encore très jeune. Il a que 18 ans. Il est né en 2002, mais Gianluca Busio. Quand t'as des grosses équipes comme ça, t'as beaucoup de promesses je veux dire, il a pas impressionné. Il se fait sortir à la mi-temps. Pour moi, c'est une déception. Ouais, écoute, je suis d'accord avec tes choix. Moi, c'est sûr, Sergio Santos, je peux pas passer sous silence sa prestation. 2 buts, une passe décisive, parce qu'on a déjà dit que c'était l'avant-dernier passeur décisif sur le but de Montero sur le premier but. Et puis ces 2 buts-là sont oui, c'est sûr, peut-être pas. C'est pas parce que Sergio Santos, à part sur le deuxième, il a fait lui-même l'exploit de la course comme on en a parlé. Mais sur le troisième, il a su se démarquer et être là à la réception de cette merveilleuse passe d'Aronson. Je suis complètement d'accord avec toi que il faudrait donner cette mention spéciale ou peut-être, comme tu l'as dit, co-meilleur joueur du match à Brandon Aronson. Mais il y a quand même d'autres joueurs qui m'ont impressionné, comme Montero, Bedoya au milieu de terrain, qui ont été excellents. Et du côté de Kansas City, on en a parlé, Johnny Russell a été de tous les bons coups, tout comme Alan Pulido. Donc, vraiment des joueurs qui ont été là. Du côté du pire joueur du match, je vais pas être aussi difficile pour Busio, même s'il a été pas très bon. Je pense que déjà en première mi-temps, tout le monde a été mauvais pour Kansas City. Donc, pour moi, c'était pas... Tout le monde a été mauvais du point de vue où, même s'ils n'étaient pas loin dans les 20 premières minutes, il y a eu un bon 10-15 minutes complètement de flottement. Et j'aimerais pas vraiment pointer du doigt Busio. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a vraiment déçu du côté de Sporting Kansas City. Et c'est supposé être les 2 joueurs inamovibles du milieu de terrain. C'est Eli Sanchez et Roger Espinosa. C'est les 2 joueurs qui auraient dû et qui sont supposés être les leaders de cette équipe, 29 ans et 33 ans, l'expérience, et qui sont supposés aider un joueur comme le petit genou Gianluca Busio, et qui ont vraiment pas eu un bon match. Mais pour moi, le pire joueur, c'est Luis Martins.
c'est pas normal que le latéral gauche donne cette passe en arrière sans avoir regardé si jamais il y a un défenseur. Finalement, ça mène au but de Sergio Santos. Pour moi, c'est lui le pire joueur de ce match-là. Donc voilà, c'est mon point de vue par rapport à ça. Donc voilà, le premier demi-finaliste, on le connaît, l'Union de Philadelphie. On a hâte de voir contre qui il va jouer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Tristan. Par rapport à qui ils vont affronter? Non, par rapport à ce que tu veux, par rapport à mes choix sur les joueurs ou par rapport à qui ils vont affronter, ce que tu veux, si tu as quelque chose à ajouter pour ce podcast. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi sur Luis Martins et Roger Espinoza. Quand tu parles d'un joueur d'expérience, c'est le seul joueur au monde à avoir gagné la US Open Cup et la FA Cup. Donc, tu t'attendrais à un peu plus d'expérience, un peu plus de contrôle sur un match. Tu t'as fait bien de le mentionner, il m'a un peu déçu. Du côté de Philadelphie, Przybyłko, qui a été très décevant. Qui a été très décevant, mais bon, l'Union gagne, donc on le mentionne pas, mais on n'a même pas prononcé son nom, qui est difficile à prononcer, de presque tout le podcast, donc ça peut-être était digne de mention, qui était peut-être le seul point qui était moins bon du côté de Philadelphie. Mais à part ça, moi, c'est ça. Moi, je regarde le Portland contre New York City, puis je me dis, Philadelphie a un solide shot de se rendre en finale. Là. Ouais, c'est sûr. Ils ont une chance, comme on l'a dit. Philadelphie, maintenant, dans ce tournoi-là, Philadelphie a une chance de battre tout le monde. Ça ne m'étonnerait pas de voir un Philadelphie, si jamais il se retrouve en finale, Philadelphie LAFC ou Philadelphie, je sais pas moi, qui va être de l'autre côté, les meilleures équipes. Ça ne m'étonnerait pas que Philadelphie l'emporte. Je trouve que Philadelphie a tout ce qu'il faut pour remporter ce tournoi. Et c'est bizarre à dire, mais il est où le maillon faible à Philadelphie, selon toi? Il n'y en a pas? Non, on a parlé un peu de Przybyłko, mais après, je sais pas. C'est un mauvais match, C'est un mauvais match. C'était un mauvais match, puis tu l'as vu quand il se fait sortir, il a pas l'air très content de lui-même. Non. Mais c'est ça, je veux dire, après, le collectif est tellement fort que ce que j'aimerais, c'est peut-être pas le match, en fait, ce serait peut-être un match sexy à regarder. Mais un Philadelphie-San Jose en finale, ça serait quand même joli. Les deux collectifs qui se prennent un contre l'autre, mais après, je sais pas si on peut vraiment parier contre le LAFC en ce moment. Mais Philadelphie-San Jose, ça serait vraiment bien. Ouais, ça serait magnifique. En tout cas, on verra, on va voir. En tout cas, il y a de très, très belles équipes encore dans ce match-là, dans ce tournoi-là. Tu as parlé de San Jose. Orlando, ça a vraiment impressionné. Minnesota qui a battu Columbus aussi, c'est quand même une belle petite équipe. New York City FC qui s'est réveillé, a battu Toronto, c'est une belle équipe. Portland, avec ce mélange de vétérans et jeunes joueurs, aussi intéressant. Donc, je sais pas, je pense qu'on va avoir de très, très bons matchs. Des matchs auxquels on s'attendait pas, je pense, au début du tournoi. Si jamais tu m'avais dit que le demi-finaliste, ça allait être Philadelphie contre un des deux, New York City FC et Portland, et de l'autre côté, tu allais avoir San Jose, Minnesota et Orlando, je t'aurais dit, t'es fou. Mais bon. C'est ça, MLS is back. Voilà, exactement. MLS is back et bien back. Écoute, Tristan, merci beaucoup d'être venu à ce podcast à nouveau. Tu seras, c'est sûr, je te réinviterai de nouveau si tu as envie pour couvrir peut-être une des demi-finales ou une finale ou quoi que ce soit, ou même d'autres quarts de finale, je te laisserai savoir. Mais ça me fait vraiment plaisir de parler foot avec toi à chaque fois. C'est un plaisir. Parfait. Merci à vous tous de nous avoir écoutés ici pour ce podcast sur le tournoi MLS is back. Et à demain pour un nouvel épisode de ce merveilleux podcast.